Alors, moi, je vais vous présenter, j'ai très peu de slides, j'en ai, je crois, 5 ou 6. Et c'est une petite analyse complémentaire par rapport à l'intervention de Tommaso, mais que je trouve intéressante parce qu'elle pose bien la nature, et je pense qu'il faut que vous l'ayez à l'esprit pour déchiffrer un peu ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias et surtout pour un petit peu comprendre les prises de décision bruxelloises. Alors, j'ai fait une photo avec des chiffres, alors en partie de 2022 parce que je n'ai pas forcément ceux de 2023, et puis en partie de 2023 parce que Eurostat a sorti des chiffres il y a 15 jours que j'ai pu utiliser. Mais la problématique est la même, donc à mythe 2022-2023, ça ne change pas grand-chose. Moi, mon intervention, elle va se caler sur les échanges entre blocs et à l'intérieur de l'UE pour ce qui est des véhicules. Alors j'aurais pu prendre également les pièces détachées, parce que maintenant les pièces, c'est des montants assez conséquents. Je vous montrerai peut-être ça une autre fois, mais je voulais être concis, puis je voulais qu'on se focalise sur les véhicules, parce que c'est les véhicules qui font les orientations. Hein. C'est avec ces données-là que la Commission, ou que le bras de fer a lieu à Bruxelles. Si vous regardez l'UE, alors ça, c'est la structure des échanges. C'est un peu coupé, mais heureusement, on voit les chiffres principaux de l'Union économique par rapport à ses grands partenaires. Alors à gauche, hein, j'ai fait comme si on avait une map monde. À gauche, vous avez l'ALENA. Et à droite, vous avez 3 grandes zones de production que sont évidemment et d'échange le Japon, la Chine et la Corée du Sud depuis quelques années. L'UE, elle est au centre. Alors si vous regardez sur la gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exporte 50 milliards en 2022 vers l'ALENA de véhicules. Alors les véhicules, ce sont des véhicules particuliers, hein. On est bien d'accord. Dedans, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de VUL, il n'y a pas de camion, c'est uniquement les véhicules particuliers. Et on importe de l'ALENA à peu près pour 20 milliards. Alors, je n'ai pas voulu trop complexifier, mais si vous regardez les 20 milliards qu'on importe, en fait, l'immense majorité, la moitié, ça vient du Mexique. Et après, on a un peu de Canada et États-Unis, relativement peu. Mais le solde, il est positif pour nous. On a 30 milliards de soldes d'échanges commerciaux positifs, l'UE, avec l'ALENA. Si vous regardez par rapport au Japon, là, on est dans une situation un peu plus défavorable, c'est-à-dire qu'on exporte pour 7,5 milliards au Japon, on importe pour 10,4, donc on a un déficit de 2,9 milliards. Si on regarde, et ça on ne l'avait pas forcément en tête, en 2022, par rapport à la Chine, donc c'est des données qui viennent d'Intrasem, qui est une base de données sur les échanges internationaux, on exportait pour 31 milliards vers la Chine, on importait pour 16. Donc on avait un solde commercial positif vis-à-vis des Chinois en 2022. Pour ce qui est de la Corée du Sud, c'est quasiment équilibré, mais on est en léger déficit, on est à 0,7 milliards. Donc, au global, c'est ce qu'il faut voir tout à droite, c'est que l'Europe est quand même un grand gagnant dans l'échange de véhicules particuliers, puisqu'on a un solde positif de 72 milliards. C'est-à-dire qu'on exporte pour 145 milliards, on importe pour 73 milliards. Que l'UE là-dedans, il n'y a pas le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni n'est plus dans l'UE. Si on regarde, si on se met du côté de l'ALENA, c'est-à-dire qu'on regarde, on fait exactement le même calcul. L'ALENA, au global, c'est tout à droite. On est dans une situation complètement symétrique et opposée, c'est-à-dire qu'ils exportent pour 127 milliards, mais ils importent pour 202. Donc là, on a un déficit commercial de 75 milliards, hein, qui explique les positions, notamment de l'administration Trump lorsqu'il était président, et les dernières déclarations qu'il a faites pour au cas où il redeviendrait président, et sa volonté de notamment taxer, alors évidemment les véhicules de bloc à bloc, je dirais, mais également à l'intérieur de l'ALENA, puisqu'il y a une grosse partie de la production mexicaine qui va vers les États-Unis. C'est une petite parenthèse. Mais quand on regarde l'ALENA, vous voyez, on est déficitaire pratiquement partout. Avec l'UE, donc on retrouve ce que je vous ai donné, c'est-à-dire ils exportent 20, mais ils importent 50 milliards, donc moins 30. Vis-à-vis du Japon, ça c'est très intéressant, parce que historiquement, ça a toujours été le cas. Il y a beaucoup d'usines. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, Toyota, c'est, je crois, le numéro 2 entre Ford et GM. Il y a énormément d'usines de constructeurs japonais et coréens. Mais malgré tout, le Japon, qui produit toujours entre 8, 9, 10 millions de véhicules particuliers, qui en consomme 5 pour lui, parce que c'est un marché complètement à 98% réservé aux constructeurs japonais. Ils importent un peu des petites voitures qui font parfois en Indonésie ou ailleurs. Mais globalement, il y a, vous voyez le schéma. L'ALENA exporte pour 1,2 million de véhicules au Japon, il en importe pour 35. Déficit, 34 milliards d'euros. Ce sont des milliards d'euros. Donc le Japon, c'est toujours une plaque de production importante d'automobiles. La Chine, on a quelque chose d'étonnant, c'est que la Chine, elle est déficitaire vis-à-vis de l'ALENA, c'est-à-dire qu'elle exporte pour
5 milliards, mais elle importe pour 9,2, donc il y a un bénéfice pour l'ALENA de 4,2 milliards en 2022. La Corée du Sud, on est dans la situation un peu du Japon, c'est-à-dire regardez les Coréens, même s'ils ont aujourd'hui, Hyundai, je crois qu'ils ont 2 ou 3 usines aux États-Unis, mais n'empêche qu'on a 25 milliards d'exportation de la Corée vers les États-Unis et seulement 4, enfin les États-Unis, l'ALENA en fait, attention, il faut bien dire l'ALENA, seulement 4 milliards de l'ALENA vers la Corée. Donc là, solde négatif de 21 milliards. Alors évidemment, j'aurais pu prendre le Brésil, d'autres zones, mais au global, vous voyez que par rapport aux grandes plaques historiques et de production d'automobiles, l'ALENA, elle est perdante. Très, très, très nettement. Mais, c'est le petit encart que je vous ai mis à droite en vert. Il faut voir que le Mexique, il a un solde positif de 35 milliards d'euros. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que lui, en fait, quand l'ALENA fait moins 75, le Mexique, il fait plus 35. Donc ça veut dire que les États-Unis et le Canada, ils font de 75 plus 35, ils font moins 110. Donc à l'intérieur de l'ALENA, il y a un passager, un des trois, qui en fait, lui, a un commerce extérieur très positif, à la fois hors de l'ALENA et dans l'ALENA, puisque c'est une grosse base de production vers le Canada et les États-Unis. Hein. Et vous voyez que le solde positif vis-à-vis des États-Unis et du Canada, il est de 33,8 milliards, ce qui est énorme. Petite parenthèse. Dernier élément, la Chine. Alors la Chine, en fait, c'est le concentré des deux éléments que je vous ai montrés précédemment. Toujours en 2022, ils sont déficitaires vis-à-vis de l'UE de 15 milliards, puisqu'ils exportent 16 et ils importent 31. Ils sont légèrement déficitaires, ça c'est toujours intéressant, vis-à-vis du Japon de 7 milliards, parce qu'ils exportent quasiment rien au Japon. Mais ils importent de la voiture japonaise pour 7,3 milliards. Du côté de l'ALENA, c'est un tout petit peu plus équilibré, mais ils ont 4,2 milliards en moins. Mais c'est des chiffres vraiment faibles. Et puis vis-à-vis de la Corée, il y a très très peu de commerce entre la Corée et la Chine, bien qu'ils aient une frontière commune. C'est 0,3 milliards d'exportation, 1 milliard d'importation, 700 millions de différence de déficit. C'est très peu. La Chine, elle a un commerce en 2022 qui est légèrement déficitaire vis-à-vis du monde de 7,3 milliards d'euros. Elle en exporte 43, elle en importe 50 en 2022. Alors, aujourd'hui, si on prend un élément, alors le tableau il est un petit peu compliqué, mais je ne pouvais pas vous le représenter différemment. Je vais rester 5 minutes dessus parce que c'est peut-être le plus important et le plus intéressant. C'est que là, je vous ai donné les échanges entre les différentes zones et les différentes plaques. Regardons maintenant ce qui se passe en Europe, dans l'UE, avec le UK. C'est un tableau qui prend pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la République tchèque et la Slovaquie, les exportations en haut, les importations en rouge et le solde commercial. Si je regarde les exportations, on va prendre le cas de l'Allemagne. Regardez l'Allemagne, l'Allemagne fait 149 milliards, ça c'est du 2023 d'exportation, non c'est du 2022, elle fait 149 milliards d'exportation, si vous regardez, elle exporte plus que tous les autres réunis. Sur ces 149 milliards d'exportations, regardez, elle en fait 68 milliards à destination des autres membres de l'UE ou du Royaume-Uni, et elle en fait 80 hors de l'Europe, dont 19 vers la Chine, quasiment 20, et 24 vers les États-Unis. Si vous regardez la France à côté, c'est l'exact contraire. On exporte 20 milliards contre 150, 17 chez nous vers l'UE ou le Royaume-Uni, que 2,7 ailleurs. Et quasiment rien en Chine, rien aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est plutôt Amérique latine, Afrique, etc., Émirats, etc. Donc, vous voyez la différence en termes d'exportation. Si vous regardez le UK, ils sont dans une situation où ils ont 28 milliards d'exportations en euros, donc meilleur que la France, mais moins vers l'UE et plus vers hors de l'UE. C'est-à-dire principalement, dont la Chine, 4 milliards, et les États-Unis, 6. Vous voyez ? On reviendra sur les causes après. L'Espagne, elle fait plus d'exportations que la France, elle fait 31 milliards, mais dont uniquement 26 à l'intérieur de l'UE ou du Royaume-Uni. Ce qui est le cas relativement de l'Italie, qui fait 15 milliards, mais qui en fait fait peu d'exportations dans l'UE, 8 milliards, mais en fait 7,3, donc 3 fois ce que fait la France hors de l'UE. On verra après pourquoi. Et là, cas très intéressant, regardez, ça c'est quand même quelque chose de fabuleux qui va
qui donne de l'eau au moulin de Tommaso, c'est qu'on a la République tchèque. Ils exportent 25 milliards. La Slovaquie, 25 milliards. À eux deux réunis, ils font 50 milliards, alors que la France fait 20. Mais ils exportent quasiment tout à l'intérieur de l'Europe. Hors d'Europe, ils ont 4 et 7 milliards et rien en Chine et rien aux États-Unis. Alors quand vous regardez les importations, l'Allemagne, c'est la reine des exportations, mais elle importe quand même pour 65 milliards. Elle importe moitié de pays qui sont hors de l'UE, ou UK, et moitié d'Europe. Résultat des courses, elle a un excédent commercial de 84 milliards d'euros. 84 milliards d'euros. La France, à côté, on a un déficit, et nous, on a le record du déficit, on est à moins 16 milliards d'euros, parce qu'on exporte 20, on importe 35, et on importe principalement de l'UE ou du UK, puisqu'on importe, si je regarde bien, 28 de l'UE et à peu près 8 hors UE, c'est-à-dire Chine, un peu Chine, pas mal Chine, Corée, évidemment Japon. Donc la France, on a un déficit qui est de 16 milliards. Le Royaume-Uni, il a un déficit moindre. Pourquoi? Parce qu'il importe beaucoup, et notamment de pays hors d'Europe, mais il importe également beaucoup d'UE. En fait, ce qu'exporte le Royaume-Uni, c'est un peu il est dans un modèle un peu hybride par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, elle va exporter évidemment des véhicules premium, et le Royaume-Uni, il a un peu des deux. C'est-à-dire que la grosse source d'exportation, c'est Jaguar Land Rover. Mais comme elle produit peu de véhicules, également mini, peu de véhicules, alors après, quelques constructeurs ésotériques, c'est le cas d'Italie. L'Italie, par exemple, vous voyez, elle fait 3,3 milliards vers les États-Unis, 1 milliard vers la Chine. Ils arrivent à faire quand même en exportation quelque chose comme 7 milliards hors de l'UE. C'est du véhicule haut de gamme, c'est de la Maserati, de la Lamborghini, de la Ferrari. C'est le cas du Royaume-Uni. Jaguar, Land Rover, Bentley, McLaren, etc. Donc là, on a le modèle, il est très clair, c'est qu'en fait, pour exporter hors de l'UE, il faut vendre des véhicules très haut de gamme. Pas de chance, il n'y a que l'Allemagne en Europe qui a vraiment une force de frappe à la fois qualitative au niveau du prix unitaire des voitures et surtout quantitative. Si vous regardez donc la France qui n'avons pas cette orientation, ben nous, on est évidemment celui qui est le plus mal positionné. Et mal positionné à cause de quoi? Ben principalement, comme l'a dit Tommaso, à cause de l'Espagne et surtout de la République tchèque et de la Slovaquie. Puisque là, on voit bien que l'Espagne, c'est un gros exportateur, comme la République tchèque, comme la Slovaquie. Vous mettez les trois réunis, vous êtes à 75 milliards, mais leurs exportations, elles sont à 80% dirigées vers l'Europe. Donc on voit bien que là, ce sont les effets directs des délocalisations en termes de production. Et ce sont des pays qui exportent quasiment rien ou très peu vers la Chine et vers les États-Unis. Et ils importent également très peu, puisqu'ils ont un marché intérieur qui est faible. Vous voyez, la République tchèque, ils importent pour 5 milliards de voitures, vous voyez. Les Slovaques, 3 milliards, c'est rien comparé aux 35 de la France, même l'Italie, elle importe pour 25. Donc on voit, et c'est ce que je trouve d'assez fascinant, c'est qu'on parle toujours du modèle allemand à juste titre avec 85 milliards de solde commercial positif de l'automobile, rien que dans la voiture. Si je vous prends les camions, tout ce qui est lié au bus, etc., on va le doubler. On montrera peut-être ça une autre fois, parce que dans les camions, ils sont très forts aussi. Si on prend les machines qui produisent des voitures, alors là, c'est un autre code NAF, mais là, ils sont également très forts dessus. Donc on voit qu'en fait, derrière cette industrie automobile, ça draine beaucoup d'activités connexes. Et vous regardez dans l'Europe, les deux autres pays, on reconstitue la Tchécoslovaquie, ils ont 50 milliards de solde positif. La France en a 16 de négatifs. Donc on voit aujourd'hui le grand modèle gagnant en Europe, c'est l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Pour des raisons différentes, mais très liées, avec des constructeurs en Tchécoslovaquie qui sont tous allemands. À part un peu Stellantis, on a 2-3 trucs, bon. Mais en valeur, si on prend le numéraire, ils sont majoritairement allemands, et en valeur, on n'en parle pas, parce qu'on fait même des Cayenne en Slovaquie, entre parenthèses, ou des Q8. Bon. Je peux faire une remarque. Ah ben bien sûr. En fait, c'est très intéressant parce que historiquement, l'industrie automobile s'est développée dans des pays avec des gros marchés. C'est pour ça qu'on avait l'industrie automobile en France, en Grande-Bretagne, en Italie. Mais les modèles allemands étaient différents. Ils avaient toujours, puisqu'ils sont positionnés dans l'haut de gamme, besoin des marchés à l'exportation. Si tu produis des véhicules très haut de gamme, tu ne couvres pas tout ton marché, tu as besoin, pour avoir les économies d'échelle, d'aller chercher ailleurs. Et il y avait cet équilibre-là en Europe, jusqu'à la création du marché unique. Et là, tu vois que l'effet d'avoir un gros marché, ça ne sert à rien. C'est-à-dire des pays qui ont cette ressource-là, qui est a priori une ressource fondamentale. J'ai contrôle 3 millions de véhicules par an vendus.
l'Italie, la France et du UK aussi ont perdu la maîtrise de leur marché. Ça leur sert à rien pour leur industrie automobile. Et essentiellement, c'est qu'on produit en France, on l'exporte. C'est qu'on produit en Grande-Bretagne, on exporte 95%. C'est qu'on produit en Italie, c'est devient de plus en plus vrai. Et on importe énormément. Donc c'est assez intéressant. Alors que les pays qui ont des marchés inexistants, République tchèque, Slovaquie, carrément. Donc c'est quand même assez intéressant sur l'économie politique du marché unique. C'est-à-dire avoir des gros marchés, ça sert à rien. C'est pas une ressource. Alors que la France a un des plus grands marchés européens. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est qu'on s'est ouvert. Hein. Il y a 50 ans de ça, on avait 80% des véhicules immatriculés en France, en Italie, étaient des véhicules des marques nationales et produites dans le pays. Bon, aujourd'hui, on a un marché beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert. En 89, on faisait 4 millions de voitures, on en fait 1,5 million aujourd'hui en France. Et alors, ce qui est intéressant, là, on peut faire un tout petit pari sur l'avenir. Moi, je fais le pari parce que la situation en Europe, elle est très complexe. En fait, on parle d'Europe, mais on voit bien que derrière, il y a une divergence des intérêts qui est monstrueuse dans à peu près tous les domaines. Donc, c'est un grand questionnement que n'ont pas les Chinois, que n'ont pas les Américains. Il y a une unicité de la volonté, des intérêts, parce que c'est une même nation. Nous, en Europe, on n'est pas du tout ça. Donc, on voit bien que dans toutes les problématiques, il n'y a pas un sujet sur lequel on est d'accord. Bon. Mais quand vous regardez la République tchèque et la Slovaquie, ils sont très concrètement dans la même situation que le Mexique dans l'ALENA, avec peut-être demain potentiellement les mêmes risques. Parce qu'en fait, c'est juste des pays qui profitent d'un marché global pour vendre leur main-d'œuvre pas cher. Ce qui est le cas de l'Espagne aussi, qui est un peu entre le marteau et l'enclume maintenant du Maghreb. Et par exemple, alors, tu te souviens, vous aviez fait une session sur l'industrie au Mexique. Moi, j'en avais gardé vraiment des éléments très très précis qui étaient fascinants, qui sont moins vrais aujourd'hui, mais qui montraient que l'industrie au Mexique, elle était partie de zéro, elle produisait 2,5 millions de voitures à l'époque, elle en fait 3 millions aujourd'hui, 3,5 millions qu'elle exportait. Et les régions qui fabriquaient des voitures au Mexique étaient restées à un état de pauvreté comparable à ce qu'elles connaissaient avant de produire de la voiture. Alors le Mexique, aujourd'hui, il a gagné beaucoup en PIB parce qu'il s'est diversifié dans plein de domaines, l'informatique, etc. Mais on voit bien que toutes les régions du Nord qui produisent des pièces ou de la voiture, elles se vendaient à 4 $ de l'heure. Et le résultat des courses, c'est que les populations locales, elles n'avaient jamais les moyens d'acheter la voiture qu'elles produisaient. C'est exactement ça. Hein ? C'est un exemple frappant au Mexique de voir un pays qui était dans la chaîne de valeur de l'ALENA, mais qui était condamné à rester un travailleur pauvre de l'ALENA, quoi. Ce qui est un peu le débat qu'on a vis-à-vis de certaines usines et certaines entités espagnoles, hein, parce que quand tu vois le salaire réel de l'Espagne ou même de ces pays, il est resté, il est plafonné en fait, parce que dans le modèle économique, demain s'ils ont des coûts à l'allemande, tout part. Hein. Les Mercedes, ils vont les refabriquer en Allemagne, il n'y a pas de raison qu'ils les fabriquent en Espagne. Hein. Bon, je termine avec un dernier point, c'est la dernière slide, que je trouve très intéressant, et ça, les slides, elles sont sorties là, il y a 15 jours. Vous avez ça, si vous voulez, je vous donne le code, parce que dans Eurostat, il faut passer 3 jours avant de trouver la bonne donnée. Hein, donc ça vous évite d'y passer 3 jours, je vous donne. J'ai trouvé maintenant où c'est, ils doivent avoir 7 ou 8 000 séries, c'est infernal. C'est le solde de l'UE. Donc là, hein, alors, vous avez vu que l'UE, quand on parle de l'UE, en fait, dans l'UE, on fait un amalgame et les vendeurs de l'UE vous disent c'est génial, l'UE on a un élément positif, sauf qu'on voit bien que dans l'UE il y a des gagnants et des perdants. Hein. Bon. Donc là je reste au niveau de l'UE. Je prends la photo de ce qui se passe dans l'UE parce que c'est la donnée qui donne, il la donne pas autrement. Bon, elle sert évidemment l'orientation qu'ils veulent donner aux données, mais elle est quand même très intéressante. Vous avez le solde de l'UE avec les différents pays sur les véhicules électriques. Là, c'est que du BEV et c'est que du véhicule particulier. D'accord ? C'est pas du camion, c'est de véhicule électrique. C'est la voiture qu'on achète, c'est la Tesla, ce que vous voulez. L'UE, elle avait en 2022 4,7 milliards d'euros de solde positif vis-à-vis des États-Unis. 4,4 vis-à-vis de la Norvège. Donc là, on exporte plus qu'on importe de véhicules électriques. 3,9 vis-à-vis du Royaume-Uni. 1,2 milliard avec la Suisse, et puis après, vous voyez, ça descend, 500 avec le Canada, 450 avec la Turquie, assez étonnant, Taïwan, 480, Israël, 300, Hong Kong, 200, l'Australie, 200, etc., etc. Alors évidemment, derrière, si je vous fais une photo, c'est la même chose que ce que j'ai dit avant, ça va être du véhicule électrique, principalement produit en Allemagne ou appartenant à des marques allemandes. Hein, c'est pas de la Clio, c'est pas de la Zoé qu'on exporte du côté de l'Australie, hein, en véhicule électrique, c'est évident.
Et regardez, on a un solde, alors 7 millions, vous oubliez, 67 vis-à-vis du Maroc, mais 930 millions de déficit vis-à-vis du Mexique, évidemment. Vous savez que le Q5, il est fait qu'au Mexique, vous savez que Honda a des usines au Mexique, Volkswagen, etc. Donc ils font du véhicule, ils font du BEV, qui est réexporté vers l'Europe. 1,5 milliard, quasiment 1,7 milliard de déficit de solde, hein, c'est le solde de déficit vis-à-vis de la Corée, et 5,5 vis-à-vis de la Chine, en 2022. Et ce qui est intéressant, c'est donc le schéma de droite, le dernier élément que je vous donne, c'est l'évolution vis-à-vis de 2023. Eh bien, la marge de l'Europe, elle a baissé en 2023. On était à 9,8 milliards, quasiment 10, on est à 9,3. On a accru notre solde commercial positif vis-à-vis de tous les pays qui sont en bleu, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, on était à 3,8, on est passé à 5 milliards. Parce que le marché anglais, c'est comme en Europe, hein, on a fait plus 30 ou 40% de véhicules électriques, donc voilà, ils sont produits en Europe pour partie. On a amélioré vis-à-vis de la Turquie. Regardez, la Turquie, on a multiplié par 4 le solde commercial. On avait 500 millions, on a 2 milliards. La Suisse, on monte à 1,8, Taïwan également, c'est assez spectaculaire. On double en gros, avec quasiment tous les pays. Mais pourquoi est-ce que finalement, au final, on perd 500 millions de solde commercial au niveau de l'UE27? Parce que le Mexique, on est à moins 600 millions, donc là, on s'est amélioré. Le Japon, qui était inexistant, le Japon, j'ai vérifié les données, j'ai dit en 2022, on n'importait rien du Japon, parce que les Japonais, c'est du BEV, c'est pas du BEV, c'est du PHEV. C'est de l'hybride ou du fuel cell. Et là, ils commencent maintenant, via Toyota, via Honda, avec leurs 2 ou 3 modèles Mazda, à avoir des véhicules 100% électriques. Donc tout d'un coup, le Japon, il apparaît, il fait coucou, moins 600 millions de déficit. Et on a 3,3 avec la Corée, on double les déficits avec la Corée. Et la Chine, on passe à 8 milliards, on prend 3 milliards d'un coup. Et on peut s'attendre à ce qu'à mon avis, en 24, on reprenne 3-4 milliards du côté de la Chine. Donc, on verra. Mais on voit très nettement que finalement, on est positif ou très positif dans la zone d'acheminement des véhicules allemands, quelque part, hein, avec le Canada, Israël, Hong Kong, etc., qui, heureusement, sont encore produits en Allemagne ou en Europe aujourd'hui. Il faut mieux qu'il le reste. Mais malgré tout, ça ne compense pas le fait que désertant les véhicules moyens de gamme ou bas de gamme, voire même des véhicules haut de gamme, parce que dans certains cas, on sait qu'il y a chez BMW, la Mini aujourd'hui électrique, elle est faite en Chine, etc. Nous, on a la petite Dacia. Et là, ça explose. Et si je vous donnerai, parce que je vous ferai une présentation sur la pièce, c'est effroyable sur la pièce. On a une envolée des importations qui viennent de Chine phénoménale. Entre parenthèses. Et ça a forcément une conséquence, parce que moi, je pense que ça approvisionne beaucoup l'aftermarket, mais également la première monte. Entre parenthèses. On a eu une délocalisation qui, pour nous, je vous rappelle, on était 130 000 il y a 20 ans, on est 60 000 aujourd'hui, les équipementiers en France, tout doucement, on descend vers les 55, etc., avec des véhicules qui ont beaucoup plus de contenu, donc ça veut dire beaucoup de choses derrière. On en parlera, je pense, une prochaine fois, c'est un élément qui est vraiment intéressant à analyser. Mais les Chinois, ils sont très forts au niveau de la voiture, évidemment, mais on l'oublie, et ça, il faudra le rajouter au niveau de la pièce. Alors qu'ils étaient, même la France, on était positif au niveau de nos échanges commerciaux, que la pièce, c'est terminé, ça. Et on commence à avoir des déficits conséquents. Donc, vous voyez, donc là, on voit les premiers effets. Effectivement, de notre dépendance, ce qu'on avait tout à fait cerné vis-à-vis de la Chine et de l'Asie en général. Indépendamment des batteries, qui d'ailleurs, c'est un point sur lequel on interviendra, parce que dans nos voitures, on a beaucoup de batteries qui viennent en plus. Hein. Là, on prend que la voiture, mais les batteries, elles commencent à être faites chez nous. On a vu votre chaîne de valeur, donc c'est quand même un énorme problème. Mais même sur les véhicules finis, on voit que la Chine, on était bénéficiaire au tout début, même avec les constructeurs chinois il y a quelques années, sur les véhicules électriques. Hein. Donc vous avez vu que on prend un gros bouillon de 8 milliards sur l'électrique. On était en 2022, on avait 15 milliards de positifs sur l'ensemble des voitures. C'est évident qu'en 2023, dès qu'on aura les chiffres, on va être à beaucoup moins. Et on se prépare, comme on l'a vu, à mon avis, sur la pièce, à avoir un déficit avec la Chine, à mon avis, assez rapidement, sur les véhicules construits, indépendamment des problématiques de batterie, de toutes celles que vous avez racontées. Donc là, on commence à voir très concrètement, on arrive à quantifier tous les éléments dont on parle depuis des années. La France, dans cette dynamique-là, est clairement perdante. C'est-à-dire, dans un contexte d'ouverture et d'échanges commerciaux aussi importants, la France je pense en général, à tout ce qu'on disait, la structuration d'une chaîne de valeur de la batterie a besoin des protections.
impossible d'imaginer qu'avec des géants asiatiques qui contrôlent le raffinage, toute l'activation des matières chimiques qui produisent 90% des batteries aujourd'hui qui sont déjà installées en Europe, qu'on va développer en devant rattraper les retards dans un contexte de libre-échange non régulé. S'imaginer que l'industrie de la batterie en Europe va tenir les coûts, moi ça me semble très illusoire, mais aussi les produits automobiles, les voitures, parce qu'en face, les constructeurs, ça je vais pas trop dire, mais c'est un Eldorado l'Europe. C'est-à-dire que quand les constructeurs européens regardent l'Europe, ils disent, moi je dois détruire, je prends l'Europe dans son ensemble, 15 millions de capacités de ICE, je dois créer une capacité que je ne suis pas en mesure d'estimer, peut-être des 12 millions de BV, parce qu'à ces prix-là, les marchés vont baisser. Donc je suis en déclin. Donc même avec l'électrique, même avec tous les investissements que je dois faire pour structurer l'électrique, je suis dans une logique de restructuration. Alors que les autres qui arrivent ou qui exportent, ils disent c'est un marché promis. Je sais que mécaniquement, il y aura entre 10 et 12 millions de véhicules électriques à batterie vendus en 2035. Donc je peux investir sans me poser aucune question. Je suis plus fort, j'ai commencé plus tôt, je suis mieux intégré verticalement, j'ai le contrôle des batteries, des minéraux, je suis mieux évalué en bourse, j'ai un meilleur accès au capital, j'ai des véhicules qui sont déjà plus performants, à qualité égale. Alors, face à cette contrainte-là, si on n'intervient pas pour régler ça, ça double chaque année en fait. C'est la Chine, ou ça se transforme en investissement direct étranger tel qu'on l'a vu en Hongrie avec BYD. Et là encore, la fameuse concurrence à un niveau égal qui est très vantée par la Commission européenne n'est pas là, parce que quand on investit en Hongrie aujourd'hui, j'ai accès à de la main-d'œuvre importée des Philippines, de l'Ouzbékistan avec des permis de travail de 6 mois, en très grande quantité, je ne paye pas d'impôts, je ne paye pas l'accès au territoire, bref. Donc il y a des vrais problèmes de concurrence qui doivent être réglés, et s'imaginer qu'on va laisser ça traîner et que les constructeurs et les équipementiers tireront leur épingle du jeu, moi je pense que c'est une énorme erreur stratégique. Dernier élément, Tommaso, parce qu'on a terminé, on a même un peu de retard, mais ces éléments vous permettent de comprendre, par exemple, la déclaration qui a été faite hier du patron de Mercedes. Oui, il a fait une tribune en Allemagne en disant « Moi, je me dissocie complètement des demandes de la Commission de protéger le marché, comme tu viens de le dire. » Parce que nous, on part du principe que c'est la rhétorique habituelle, c'est la compétition, on est des sportifs, on n'a pas peur de nos opposants, de nos compétiteurs. Le consommateur européen, il veut une compétition, il veut pouvoir choisir, on n'a pas besoin de béquilles, on avance tout seul, on est des grands. C'est Mercedes qui dit ça, c'est pas Volkswagen, c'est évident. Parce que Mercedes, dans le contexte actuel, quand on voit la position de l'Allemagne, et moi je suis très curieux de voir ce que va faire l'Europe sur ce plan-là, parce que l'Europe, et d'ailleurs les Chinois leur ont dit, si vous nous mettez si vous faites du protectionnisme par rapport à nos produits, on va vous fermer notre marché. Et on voit très bien aujourd'hui que le seul pays en Europe qui fonctionne, ou dont les constructeurs implantés hors d'Allemagne fonctionnent pour l'exportation et fonctionnent pour ses intérêts, c'est l'Allemagne par rapport à ça. Et eux, évidemment, ils ont encore un solde positif avec la Chine, avec tout un tas de pays. En plus, ils sont implantés localement, donc ils ont tout à perdre. Et ils sont sur un marché de luxe, un marché premium qui sort complètement de tous les critères du pricing power. Donc, on voit très très bien que tout ce que tu dis, c'est une vision, je dirais, franco-italo-hispano-centrée, mais pas du tout celle qu'on peut avoir quand on est en Allemagne, surtout si on est premium, un peu plus quand on est Volkswagen, c'est sûr. Volkswagen, là-dessus, il se bouge un peu moins. Donc, on voit toute la complexité en fait de ces relations, et on voit tout à fait que moi, je ne suis pas forcément très optimiste par rapport à ça, parce que qui paye commande, et qui aujourd'hui paye en Europe. Alors ça, c'est un autre débat, parce qu'il faudrait parler de la BCE et du reste, mais c'est l'Allemagne. On arrête. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que, Tommaso, tu crois que les élections européennes qui vont avoir lieu en juin vont favoriser un peu la production du véhicule électrique en Europe, ou c'est pas quelque chose d'actualité chez eux? Les élections vont sans doute peser sur la clause des revoyures. Donc, c'est-à-dire 2035 plutôt que 2040. En fonction des résultats, on verra des majorités qui pourront éventuellement céder aux pressions pour ralentir, parce qu'on voit qu'on a du mal à y arriver. Donc, il y a 2 lignes de conduite possibles. Puisqu'on s'est rendu compte qu'on a du mal à y arriver, il faudrait y mettre les moyens, les investissements, les réglementations et une stratégie européenne. Donc ça, c'est une manière de s'y prendre. On garde 2035, mais on met les moyens. Mais ces stratégies paraissent peu viables,
contexte d'austérité. L'Allemagne vient d'annuler son bonus écologique. On coupe les budgets partout en France aussi. D'où on sort de l'argent pour soutenir la structuration de la filière de la batterie, de l'extraction des minéraux. Parce qu'au départ, tout ça perd de l'argent. Rien de tout ça va gagner de l'argent. Donc, il y a un vrai problème de viabilité d'une stratégie industrielle, sauf à changer des logiciels, et les Allemands ne semblent pas partants. Et donc l'autre option, c'est l'option, je décale, je laisse les hybrides, j'essaye de négocier, mais c'est une configuration extrêmement compliquée. On verra quelle majorité va sortir. Je pense que les acteurs de l'automobile, notamment en France, auraient intérêt, tous ensemble, de prendre une position commune pour qu'au moins les gouvernements français soient un peu rédévables de cette position, qui sont une position qui ne soit pas forcément non, oui, mais où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut avoir pour que les plans d'1 million de véhicules électriques produits en France ou 2 millions de véhicules électriques soient raisonnables. Je pense qu'il faut que les acteurs, au moins en France, déjà se mettent d'accord entre eux. Et c'est déjà très compliqué puisque Stellantis et Renault ne se parlent toujours pas. Donc c'est pas évident, mais il faudrait déjà ça. Et il faudrait aussi qu'au niveau européen, il y ait une vision commune et donc qu'il y ait une coalition anti-allemande. Ça, c'est ce que je souhaiterais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que d'un point de vue environnemental, la voie allemande ne décarbone pas les parcs automobiles européens, loin s'en faut. D'un point de vue social, il y a des pays entiers qui sont exclus du Green Deal. D'un point de vue économique, ça bénéficie à un seul pays sur 27 ou à 4 pays sur 27, c'est quand même un problème. Et d'un point de vue politique, c'est quand même une triple dépendance géopolitique vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des pays dont on importe les matières premières. Donc, il faudrait sortir de ce logiciel-là, mais pour cela, il faut une coalition très large d'acteurs. On l'a vu avec... en fait, l'Allemagne n'était pas très favorable à 2035 au départ. Et c'était une coalition plutôt, parce qu'en fait, au départ, les pays n'ont pas trop compris quel était leur intérêt dans cette histoire. Italie, France, Espagne, qui a poussé contre l'Allemagne une électrification plus rapide. Sauf que l'Allemagne a détourné l'objectif pour... Donc, mais je pense que c'est par là que ça passera. Et donc, les messages qui, aujourd'hui, Luca Di Maio essaie de faire passer autant en France qu'en Europe, je pense que c'est un message que les équipementiers pourraient écouter aussi. Les syndicats aussi, les organisations environnementalistes, stratégie environnementale, industrielle, économique, anti-allemande, puisque c'est ça qu'il faut mettre sur la table, sortir du tabou, parce que quand on dit au gouvernement français il faudrait faire ça, ils répondent, on a les échos via différents. Qu'est-ce que l'Allemagne fait? Qu'est-ce que l'Allemagne dit? Et si l'Allemagne est contre, c'est hors question même pas d'essayer d'aller à Bruxelles négocier quoi que ce soit. La prochaine fois, on invitera un représentant de l'ambassade d'Allemagne. On verra s'il est d'accord avec notre analyse. Qu'est-ce qu'il oppose comme argument? Moi, je vous remercie beaucoup. Merci Tommaso, merci Édouard.